Par un froid matin de décembre, Mason est entré dans l'intérieur givré de sa voiture. Après avoir démarré le moteur, il l'a laissé chauffer légèrement avant de s'aventurer prudemment sur la route presque déserte. Mason était en route vers une ville voisine pour négocier avec un nouveau fournisseur de pièces automobiles pour son magasin. Ayant connu des malheurs récents avec des fournisseurs, il espérait un dénouement favorable cette fois-ci. Heureusement, l'optimisme de Mason était justifié, car il a conclu un accord pour des livraisons à partir de la nouvelle année. Satisfait de cette affaire prospère, Mason a décidé d'acheter un cadeau pour sa femme, Emily, dans un magasin à proximité. En quittant la ville, l'obscurité était tombée et une forte chute de neige avait commencé. Malgré l'utilisation de ses phares et de ses essuie-glaces, la visibilité a rapidement diminué, rendant presque impossible de voir devant lui. En approchant d'une intersection, Mason a aperçu quelque chose de sombre sur sa gauche, mais il était trop tard pour réagir. Un énorme camion de débardage est entré en collision avec la voiture de Mason, écrasant le côté conducteur et le laissant inconscient. En reprenant connaissance, Mason s'est retrouvé à l'hôpital, où il a découvert les graves blessures qu'il avait subies. Un médecin l'a rassuré en lui disant que malgré la gravité de ses blessures, c'était un miracle qu'il ait survécu. Plus tard, Emily est arrivée à l'hôpital, les yeux remplis de larmes alors qu'elle était assise aux côtés de Mason, lui offrant son soutien. Mason fixa sa femme du regard, se remémorant le moment où il lui avait acheté la montre et ressentant des regrets pour son acte impulsif. « Je suis allé au magasin pour te chercher une montre. Pourquoi n'ai-je pas juste pu rester à la maison ?» marmonna-t-il. Sa femme essaya de le réconforter, lui assurant que tout irait bien. « Qu'est-ce qu'il y a de si bien là-dedans? Qui a besoin de moi maintenant ?» s'emporta Mason avec irritation. Il insista ensuite pour que Graham reprenne le magasin et se détourna. Après avoir quitté l'hôpital, Emily proposa à Mason de déménager dans la maison rustique de son défunt grand-père à l'extérieur de la ville. Mason accepta, voyant la suggestion comme une chose positive. Emily emballa ses affaires et suggéra d'engager un aide-soignant, mais il refusa catégoriquement. Malgré une vive douleur dans le bas du dos, il tenta de démontrer son indépendance en sortant du lit et en se déplaçant vers son fauteuil roulant. Avec un sentiment de fierté, il quitta la pièce. Tout dans la maison de son grand-père était simple, mais beau à sa manière. Mason regarda le portrait de son grand-père et se le remémora vivement, se rappelant son apparence robuste et les souvenirs affectueux de son défunt grand-père. Ces souvenirs le conduisirent à se remémorer sa mère, qui avait l'habitude de préparer ses pancakes préférés et des beignets de carottes. Perdu dans ses pensées, Mason était assis dans son fauteuil roulant, inconscient de ce qui l'entourait. Emily l'appela, exprimant son intention de partir bientôt. Mason hocha la tête en réponse. Après une remarque enjouée, Emily lui dit au revoir et partit discrètement, laissant Mason avec un sentiment de perte. Il avança instinctivement, mais une douleur soudaine lui traversa le dos, et avec un gémissement, il s'installa prudemment dans son fauteuil roulant. Un mois s'écoula. Au début, Emily appelait presque tous les jours Mason, prenant de ses nouvelles et lui offrant de l'aide, mais ensuite ses appels se firent moins fréquents et finirent par cesser complètement. Mason, se sentant mal à l'aise, essaya de contacter Emily lui-même, mais elle ne répondit pas à son téléphone. Mason supposa qu'Emily l'avait abandonné pour mener sa propre vie, alors il finit par arrêter d'essayer de la joindre. Au fond de lui, il comprenait sa femme, réalisant que tout le monde ne pouvait pas supporter un fardeau aussi lourd que le sien, mais la rancune prit racine dans son cœur, perturbant sa paix jour et nuit. Un soir, perdu dans ses pensées troublées, Mason entendit soudainement grincer la grille à l'extérieur. Jetant un coup d'œil par la fenêtre dans l'obscurité, il ne vit personne et pensa l'avoir imaginé. Alors qu'il s'apprêtait à retourner à ses pensées, il entendit distinctement frapper à la porte. « C'est ouvert! Entrez !» appela Mason, se demandant qui viendrait à une heure si tardive. À sa grande surprise, sa voisine Béatrice se tenait sur le seuil. Elle était petite, mince et sobrement habillée. Mason lui fit signe de s'asseoir à la table. « Salut, Mason, dit-elle. J'ai vu les lumières et j'ai décidé de passer. Depuis combien de temps es-tu ici? » « Cela fait un mois.
Je n'ai pas quitté la maison, dit Mason d'un air sombre en se reculant de derrière la table, indiquant son fauteuil roulant. Que t'est-il arrivé? Demanda Béatrice, inquiète. Mason agita fatigué sa main et lui raconta son histoire. Avant qu'il ne puisse terminer, ils entendirent un vacarme à l'extérieur et une voix ivre appela grossièrement Béatrice. « Est-ce ton beau-père » demanda Mason. La jeune fille hocha tristement la tête et expliqua sa situation insupportable à la maison. Frissonnant de froid, Béatrice demanda si elle pouvait rester chez Mason pour la nuit, exprimant sa peur de rentrer chez elle. Mason acquiesça et proposa à Béatrice de choisir un endroit où elle se sentirait à l'aise. Tout en grimaçant de douleur, il s'approcha de la cuisinière et souleva une casserole de pommes de terre de la plaque chauffante. Voyant la détresse de Mason, Béatrice prit la casserole et l'aida à dresser la table. « Tu devrais aller voir M. Harrison, » suggéra-t-elle. « Des gens de partout viennent le voir. Il va te remettre le dos en ordre tout de suite. »« Ce sorcier !» s'exclama Mason en se remémorant le vieux M. Harrison vivant dans la forêt. « C'est un guérisseur !» corrigea fermement Béatrice. « L'été dernier, je me suis démis la jambe et il l'a si bien soigné qu'il n'en reste même pas une trace. » Mason fit un geste, assurant qu'il irait voir M. Harrison d'une manière ou d'une autre, et proposa à Béatrice de changer de sujet et enfin de dîner. Un mois passa. Béatrice rendait visite à Mason tous les jours, l'aidait dans les tâches ménagères, conversait avec lui autour d'une tasse de thé et amena une fois M. Harrison chez lui. Il examina promptement Mason, passant ses doigts le long de sa colonne vertébrale et appuyant si fort sur l'une des vertèbres que Mason faillit s'évanouir. Mev Harrison lui recommanda de supporter un peu et répéta ses manipulations plusieurs fois. « Voilà, dit-il, tapotant doucement le dos de Mason, tu n'auras plus mal. » Mason sourit incrédule, mais en quelques heures, il réalisa qu'il se sentait vraiment mieux. En quelques jours, il pouvait facilement tourner son torse, se pencher et se redresser, et même assis dans son fauteuil roulant, il pouvait faire le ménage. Il sortit pour la première fois dans le jardin, remit le potager en ordre et ne se sentit même pas fatigué. En rentrant à la maison, il réalisa pour la première fois depuis des mois qu'il y avait des moments agréables dans la vie. Mais avant qu'il ne puisse savourer cette nouvelle sensation, il fut surpris par le son inattendu du téléphone qui sonnait. C'était Martha, la sœur d'Emily. Elle eut du mal à trouver les mots justes pendant un moment, mais finalement elle rassembla le courage de dire à Mason qu'Emily avait décidé de demander le divorce. Mason fut stupéfait et ne savait pas quoi dire. Il lui semblait que les vestiges de son monde s'étaient effondrés dans un abîme, emportant son espoir avec eux. « Pourquoi ?» réussit-il à dire après un long silence. « Il prévoit de se marier, » dit Martha, embarrassée. Mason eut l'impression de ne pas pouvoir respirer. Il demanda à Martha de rappeler et après avoir éteint son téléphone, le jeta dans un coin de la pièce. Lentement, il se dirigea vers la vieille commode de son grand-père, ouvrit le tiroir du haut et prit un ancien rasoir droit avec un magnifique manche en os. Mason passa son doigt le long de la lame pour s'assurer de sa netteté, se remémorant le passé. Il envisageait de faire une seule coupe précise pour mettre fin à la douleur dans son cœur, les pensées amères, la solitude nocturne et la souffrance incessante. Soudain, un coup à la porte et des pas pressés interrompirent ses pensées. Béatrice apparut, portant un gros paquet. « Tu es fou, Mason » s'exclama-t-elle en arrachant le rasoir de sa main. « N'y pense même pas » cria-t-elle. « Pourquoi voudrais-tu faire ça? Tout se passait si bien. » Mason, frustré, explosa, ressentant la futilité de vivre sans pouvoir pleinement embrasser la vie. Béatrice, horrifiée et impuissante, révéla le contenu du paquet, 2 prothèses et des béquilles. « Tante Hélène m'a demandé de t'apporter ça, » bafouilla-t-elle, attachant les prothèses aux jambes de Mason. Avec l'aide de Béatrice, Mason se leva et fit quelques pas hésitants sur ses nouvelles jambes artificielles. « Bravo! Regarde comme c'est génial !» se réjouit Béatrice, observant chacun des gestes de Mason avec tendresse. Mason, reconnaissant, s'approcha de Béatrice et la remercia, la tenant contre lui. La jeune fille l'étreignit et ils s'embrassèrent passionnément. Cette nuit-là, ils passèrent ensemble en tant que couple pour la première fois. Une semaine plus tard, Mason se rendit en ville pour finaliser son divorce et vérifier le magasin. Le divorce fut rapide
et Mason quitta le bureau de l'état civil sans un regard en arrière vers son ex-femme. Il serra fermement les béquilles en passant devant elle. Arrivé au magasin, il le trouva vide, avec seulement des boîtes éparpillées et des pièces invendues. Mason s'approcha de Graham et frappa violemment le sol avec une béquille, faisant reculer Graham d'horreur. Mason commença nerveusement à parler d'Emily, mais fut interrompu par Graham, qui exprima son désintérêt pour les détails. Mason changea alors de sujet pour aborder la situation difficile du magasin, en collectant l'argent de la caisse et exprimant le besoin de vendre le magasin. Graham s'y opposa, affirmant son autorité sur le magasin et sa capacité à gérer le problème. Mason partit sans dire au revoir, regrettant l'échec de son entreprise. Chez lui, il partagea ses doutes avec Beatrice, qui se souvint soudain de quelque chose et lui remit une grande clé ancienne. Cette clé lui avait été confiée par le grand-père de Mason, qui parlait affectueusement de lui et mentionnait un coffre caché dans la cave. Mason sourit, décidant d'explorer le lendemain. Le matin suivant, Mason et Beatrice découvrirent un coffre caché dans la cave, le déverrouillèrent avec la clé et y trouvèrent un sac de véritables pierres précieuses, les laissant tous les deux dans l'admiration. Ils ne pouvaient détacher leurs yeux de ce qui se passait, se sentant comme s'ils étaient dans un rêve magique. Mason, reprenant ses esprits, prit le plus gros rubis de la pile de pierres et le donna à Béatrice. Elle accepta le cadeau et commença à l'admirer. « Tu sais, je viens de me souvenir de quelque chose. Mon grand-père m'a une fois parlé de sa jeunesse. Il travaillait dans les mines, mais je n'ai jamais su qu'il avait caché ses trouvailles si longtemps, » dit Mason. Après un dernier regard sur le trésor exquis, il remit soigneusement les pierres dans le sac et sourit avec satisfaction. Il se sentait à nouveau confiant et espérait que tout irait bien maintenant. Il pourrait utiliser l'héritage pour régler les dettes du magasin, améliorer l'entreprise et s'acheter une prothèse moderne. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-il soudain à Béatrice. « Nous pouvons vendre les pierres, quitter cet endroit et commencer une nouvelle vie heureuse. »« Qu'en dis-tu » ? »« Bien sûr, mon amour. Tu n'imagines pas depuis combien de temps j'attends cela, » chuchota-t-elle, serrant Mason fort dans ses bras. Mason la serra à son tour, réalisant que toute la douleur et la lourdeur des derniers mois après l'accident s'estompaient enfin. L'amour l'aidait à oublier le désespoir, la trahison et la déception, remplissant son âme de ce sentiment incroyable et tout consumant de bonheur depuis longtemps oublié. Samuel a causé beaucoup de problèmes à son père, M. Butler, avec ses visites fréquentes dans les clubs, les discothèques et ses petites amies changeantes pendant sa vingtaine. La situation s'est seulement aggravée avec le temps, avec le roulement constant des filles dans la vie de Samuel, le laissant incapable de se rappeler de leur visage ou de leur nom. M. Butler trouvait souvent la dernière compagne de Samuel dans une situation compromettante, entourée d'alcool et de cigarettes. M. Butler grondait son fils, exprimant sa déception et son inquiétude. Il a même suggéré à Samuel de songer à épouser une fille qu'il avait rencontrée, mais la réaction de Samuel n'a fait qu'irriter davantage son père. Pourtant, lorsqu'ils se sont finalement rencontrés, Samuel s'est retrouvé captivé par la nature authentique et sans prétention d'Anna, un contraste frappant avec la superficialité de ses relations précédentes. Cependant, avec le temps, l'intérêt de Samuel pour Hannah a diminué et il est retourné à son ancien mode de vie. Lorsque Hannah l'a cherché pour une conversation, Samuel a été surpris par son apparence et son inquiétude pour son bien-être a grandi. « Samuel, je suis enceinte de ton enfant et je veux que tu le saches. Mais on ne peut pas se marier juste à cause du bébé. Dans un mois, on se détestera. J'aime la liberté, et toi, tu as besoin d'une famille et d'un mari normal. Je ne suis pas prête pour ça. Tu comprends » Hannah hocha la tête et devint pâle. « Avorte et je te donnerai l'argent. » Hannah rit bizarrement, se retourna et s'en alla. Samuel la regarda partir puis alla dans un club et se saoula, se sentant affreux. Environ 2 semaines plus tard, Samuel rentra chez ses parents et vit son père assis à table, la tête entre les mains. Sentant quelque chose de mal, le fils demanda ce qui s'était passé. « Monsieur Cox est décédé. Il a eu une dispute avec sa petite fille. Elle est tombée enceinte et ne voulait pas lui donner le nom. Il l'a jetée dehors en colère, puis m'a appelé. Nous venions juste d'en parler quand je l'ai entendu halter au téléphone.
J'ai appelé une ambulance. Je suis allé là-bas moi-même, mais c'était trop tard. Monsieur Cox était parti. Hier, il y a eu des funérailles. Entendant cela, Samuel devint froid et demanda ce qu'il était arrivé à Hannah. Je ne sais pas où elle est. Elle n'était pas aux funérailles. Elle n'est même pas venue dire au revoir à son grand-père. Quelle fille pourrie. Et j'étais si stupide quand je voulais que tu l'épouses. Comme j'avais tort. Samuel baissa les yeux, mais resta silencieux. Après une demi-heure avec ses parents, il se précipita pour chercher Hannah, mais elle était introuvable. Un mois passa, puis un deuxième, un troisième, mais Hannah disparut pour toujours. Depuis lors, Samuel commença à changer. Il passait plus de temps avec son père et ne pouvait pas croire à la transformation de son fils. Samuel s'impliqua pleinement dans l'entreprise familiale. Et bien que cela lui soit difficile, il devint rapidement le bras droit de son père. Lorsque M. Butler décéda, Samuel prit en charge toute la gestion de l'entreprise. Et bien qu'il ait été très affecté par cette perte, il ne perdit pas courage et fit prospérer l'entreprise. Maintenant, tout le monde connaissait Samuel en tant que sérieux homme d'affaires, et il n'y avait aucun événement commercial en ville auquel il n'était pas invité en tant qu'invité d'honneur. À la veille de Noël, Samuel quittait le bureau quand il fut interpellé par le garde de sécurité Nicolas, qui était avec l'entreprise depuis sa création. « Monsieur Butler, joyeux Noël. Et à vous, comment va votre femme? Est-elle sortie de l'hôpital? » « Oui, merci. Si ce n'était pas pour ton aide, je ne saurais pas ce qui se serait passé. » Samuel sourit chaleureusement et, tapotant amicalement l'épaule du vieil homme, continua son chemin. Le garde chuchota « Quel homme gentil !» regardant reconnaissant dans la direction de son patron. Il y a quelques mois, Samuel avait sauvé la vie de sa femme en payant pour ses médicaments coûteux. En quittant le bureau, Samuel se dirigea vers la place principale où se dressait un grand sapin de Noël. Cette année, il était désigné comme un arbre à souhait, permettant à tout le monde de participer à des actes de gentillesse et de réaliser les rêves de quelqu'un. Samuel prévoyait de choisir quelques cartes colorées et jolies dans l'arbre. Les journalistes étaient déjà présents, et après avoir répondu à quelques questions, il a choisi et lu quelques vœux d'enfants devant la caméra. Les souhaits étaient variés, mais si innocents qu'ils ont fait sourire Samuel. Oleg souhaitait une trottinette, Artem voulait un billet pour le cirque, et Taneshka, 7 ans, rêvait d'un ensemble d'artistes. Un garçon demandait au Père Noël un nouveau smartphone pour sa mère, pour qu'elle puisse lui donner le sien. Soudain, les yeux de Samuel se posèrent sur un morceau de papier froissé, arraché d'un cahier. Alors que toutes les cartes étaient ornées de beaux rubans, ce morceau de papier gisait discrètement et de travers sur la branche de l'arbre, comme si quelqu'un avait essayé de l'attacher, mais ne savait pas comment. Samuel déplia le papier. En grosses lettres enfantines, il n'y avait que quelques mots en majuscules. « Cher Père Noël, s'il te plaît, retrouve mon papa, Tommy 5 ans. » Samuel relut ces lignes à plusieurs reprises, et soudain, quelque chose d'étrange remua dans sa poitrine. Automatiquement, Samuel plia le papier et le glissa dans la poche de son manteau. Ensuite, il demanda au journaliste de conclure le tournage et se précipita vers sa voiture. Le soir, Samuel était assis à une table dans un restaurant confortable avec sa petite amie Elisabeth, à qui il avait l'intention de demander en mariage le soir de Noël. Alors qu'il écoutait son bavardage joyeux sur les achats et les sorties avec des amis, il prit soudain sa main et dit doucement « Elisabeth, faisons un bébé. » La fille le regarda avec étonnement, puis rit nerveusement. « Samuel, que dis-tu? Un bébé? Tu as toi-même parlé de nos projets tant de fois. Vivons pour nous-mêmes. » « Elisabeth, je veux un fils, Tommy par exemple. » Les yeux d'Elisabeth s'élargirent de surprise. « Tu plaisantes? Et quel genre de nom est Tommy? » « Absolument pas. » Elisabeth laissa échapper un reniflement méprisant, mais quand elle vit le froncement de sourcils de Samuel, elle tenta d'apaiser la tension. « Bien sûr, je te donnerai un bébé, mais pas maintenant. Je ne veux pas ruiner ma silhouette pour le moment. Tu aimes que je sois mince et élancé. Imagine-moi comme un hippopotame rond. N'est-ce pas amusant? Et ensuite, gérer les couches, les babysitters et les maladies des enfants. » Samuel regarda étrangement sa femme et resta silencieux tout au long du dîner. Elisabeth en voulait à Samuel d'avoir une idée aussi stupide et était déterminée à ne pas céder.
Appelle-moi un taxi, exigea-t-elle d'un ton irritable. J'ai mal à la tête. Samuel lui proposa de la conduire, mais elle déclina, et avec un mouvement de nez contrarié, elle se dirigea vers la sortie. Samuel régla l'addition et la suivit dehors. Alors qu'elle partait en voiture, il décida de se promener. Il se balada dans la ville et finit par se retrouver sur la place près du sapin de Noël. « Comment puis-je te rendre plus heureux, Tommy » murmura Samuel. Soudain, il remarqua de l'agitation parmi les buissons. À y regarder de plus près, Samuel réalisa que des garçons se battaient là, et il se précipita. 4 des garçons s'éparpillèrent, laissant l'un assis par terre, essayant de réparer sa veste déchirée. Le garçon était petit, mais ne pleurait pas et ne montrait pas de peur lorsque Samuel s'approcha. « Hé, mon pote, ça va ?» Le garçon hocha la tête, et Samuel l'aida à se relever, enlevant la neige de son visage. « Pourquoi t'ont-ils frappé ?» demanda Samuel. « Je voulais juste voir si le Père Noël a reçu ma lettre, et ils ont dit que j'étais sale et que je tacherais le sapin de Noël. »« Où est ta maman ?» demanda Samuel. « Là-bas, elle déblaye la neige et je l'aide. Nous habitons dans ce dortoir, » expliqua le garçon avec enthousiasme. « Peux-tu me dire ce que tu as écrit dans la lettre ?» demanda Samuel avec un sourire. « Non, je ne peux pas, sinon ça ne se réalisera pas, » répondit le garçon. « Eh bien, vérifions ensemble si ta lettre est là, » dit Samuel en soulevant le garçon dans ses bras. « Ta mère te grondera-t-elle pour avoir déchiré ta manche ?» demanda Samuel en portant l'enfant vers le sapin de Noël. « Non, elle ne sait pas gronder. Ma mère est très gentille, » répondit le garçon. « Je n'aime pas quand elle pleure, mais je ne sais pas pourquoi ta mère pleure, » dit simplement l'enfant. « Elle ne dit rien. Peut-être qu'elle s'est cognée. Parfois je pleure si je me cogne quelque part. Mais ma maman pleure la nuit. Parfois je me réveille et je vais vers elle et elle dit que j'ai imaginé ou rêvé. Mais j'ai vraiment entendu. » Samuel marchait en portant le garçon dans ses bras et pensait que la femme devait être très malheureuse. Peut-être qu'elle était même alcoolique. « Alors, où est ton papa ? » ? « Je ne sais pas. Maman a dit qu'il est perdu depuis longtemps et ne peut pas nous trouver. » Soudain, l'enfant sauta des bras de Samuel et courut vers l'arbre de Noël, puis il cria en dansant de joie. « Pas de lettre. Hurrah! Je vais avoir un papa, mon vrai papa. »« Attends une minute, » lui dit Samuel, surpris par une soudaine intuition. « Tu es Tommy, et tu as demandé à Santa de trouver ton papa. »« Oui, » s'exclama le garçon, et immédiatement une voix de femme se fit entendre. « Fils, rentrons à la maison. » Samuel se retourna lentement au son de cette voix et resta figé d'étonnement. À la lumière des lanternes, Anna se tenait devant lui. Samuel ne l'aurait jamais reconnue avec l'écharpe tombante, la vieille veste matelassée, le pantalon informe et les bottes ridicules. Mais la voix, c'était sa voix. Pendant ce temps, Hannah avait déjà pris son fils par la main et s'était éloignée avec lui, lui posant des questions. Elle ne prêtait aucune attention à l'homme qui se tenait à côté d'eux. Elle ne s'intéressait qu'à son fils, dit Samuel, incapable de supporter cela, et s'avança derrière eux. « Hannah, c'est moi, Samuel. Tu ne me reconnais pas ?» La femme tressaillit comme frappée, mais s'arrêta et se retourna pour le regarder s'approcher. « Hannah, je suis tellement contente de t'avoir rencontrée. »« Je te cherchais. Pourquoi ?» Elle recula et serra Tommy contre elle. « Eh bien, je voulais aider. Comment vas-tu, Hannah ?»« Comme tu vois. Hannah, pourquoi es-tu si... » Hannah devint soudain en colère. « Que veux-tu que je dise? Que tu as brisé ma vie? Que je regrette tout? Que je suis malheureuse? Non, non et non. Mais je ne suis pas contente de te voir, alors ne nous retiens pas. Nous devons partir. »« Es-tu mariée ?» demanda Samuel une question ridicule. Elle ne répondit pas. Elle lui lança simplement un regard méprisant, reprit la main de son fils, qui se tenait à côté de lui et ne comprenait rien, et partit d'un pas vif. 2 jours passèrent. Pendant tout ce temps, Samuel n'était pas lui-même. Il ne pouvait pas oublier la rencontre étrange et inattendue avec Hannah, ne pouvait pas comprendre ce qui la tourmentait autant. Élisabeth le dérangeait vraiment, et Samuel savait qu'il ne voulait pas être avec elle. Il ne pouvait pas arrêter de penser à Hannah et à son fils. Il sentait qu'ils avaient besoin de lui. En montant dans la voiture, Samuel trouva une étrange note dans la poche de son manteau. C'était de Tommy, un enfant de 5 ans. Samuel fut choqué et arracha son col et sa cravate. Il réalisa qu'il avait été stupide de penser qu'Hannah aurait pu avorter. En rentrant chez lui, il se sentit déplacé,
Élisabeth arriva, voulant se réconcilier, mais Samuel refusa. Il lui dit qu'il était amoureux d'une autre femme et qu'ils avaient un fils. Il s'excusa, mais Élisabeth ne lui pardonna pas. En partant, Samuel commença à planifier une surprise pour Anna et son fils. Plus tard, lorsqu'il y eut un coup à la porte d'Anna, elle fut surprise de voir le Père Noël avec des cadeaux. Le Père Noël se révéla être Samuel, demandant pardon et exprimant son amour pour elle. Anna confirma que Tommy était bel et bien son fils, et ils décidèrent de vivre ensemble. Tard dans la nuit, après avoir joué avec son père, le petit Tommy s'endormit heureux. Samuel prit alors la main d'Anna et l'assit à côté de lui sur le canapé. « Je suis triste que mon père ne puisse pas nous voir. Il aurait été heureux. »« Mon grand-père aussi, » répondit Anna. « Nous nous sommes disputés et je suis parti. Je voulais revenir avec le bébé. Je pensais qu'il me pardonnerait, mais mon grand-père est mort avant de voir son arrière-petit-fils. Je ne suis pas allé chez ma belle-mère. De toute façon, elle ne m'aurait pas laissé entrer. J'ai entendu dire que son nouveau mari l'avait dépouillée de tout son argent. Maintenant, elle vit dans l'appartement de mon grand-père. Je ne voulais pas la chasser. J'ai décidé que je pouvais vivre seul. J'ai trouvé un emploi de concierge. Anna, oublie tout ça. Tu n'auras plus jamais besoin de rien. Je ne te laisserai pas partir. Tu es mon bonheur, toi et Tommy, dit Samuel en embrassant Anna. La femme soupira et se serra contre Samuel, croyant que maintenant tout irait bien. Et c'était vrai. Si vous avez aimé cette histoire, merci de montrer votre soutien en appuyant sur le bouton j'aime. Je vous remercie. Robert se tenait près de la tombe, regardant la photo de sa femme. La vie est pleine de surprises, songea-t-il. Nous commettons souvent des erreurs, puis passons le reste de nos vies à essayer de les réparer. Lui et Nicole s'étaient croisés il y a 2 décennies. Ils étaient profondément amoureux, et ils croyaient qu'ils resteraient ensemble pour toujours. Cependant, alors que Robert était sur le point de demander Nicole en mariage, il rencontra Malena. Alors que Nicole était douce, réservée et introvertie, Malena était son opposé complet, passionnée, rebelle et intense. Robert fut consumé par la passion pour Malena en l'espace d'1 semaine. Elle lui chuchota à l'oreille « Je veux explorer le monde avec toi, jusqu'aux coins les plus reculés, et n'être qu'avec toi. » Incapable de lui résister, il abandonna tout, et ils partirent ensemble. Initialement, la culpabilité le tourmentait, mais la vie prit des tournures inattendues. Cependant, Malena désira finalement partir à l'autre bout du monde, mais cette fois-ci sans lui. Malena le perturba profondément pendant leurs 5 ans de relation. Par conséquent, lorsqu'elle le quitta pour un autre homme, Robert se sentit soulagé. Il ne retourna pas dans sa ville natale, car personne ne l'y attendait, et il se sentait honteux. Il craignait que s'il rencontrait Nicole, qu'il avait quittée sans un mot, il serait submergé par la honte. À la place, il se plongea dans le travail, et à 30 ans, il avait créé sa propre petite entreprise, devenant la personne la plus riche de la région à 40 ans. Pourtant, quelque chose manquait, le bonheur. Il eut des relations, mais il ne pouvait s'engager avec aucune d'entre elles. Il ne comprenait pas pourquoi jusqu'au jour où il réalisa qu'il comparait chaque femme à Nicole. C'est alors qu'il décida de revenir. Il agit rapidement, ne se laissant pas le temps de réfléchir. En s'installant dans un nouvel endroit, il se lança dans une quête pour retrouver Nicole. Robert reconnut qu'elle pourrait être mariée et mener une vie respectable. À sa grande consternation, il découvrit qu'elle était célibataire, mais en phase terminale dans un hospice. « Robert, c'est toi? Tu es revenu » chuchota-t-elle à son arrivée. Voyant une larme couler sur sa joue, Robert se précipita vers elle et prit sa main. « Nicole, ma chère Nicole, tout ira bien. Tu m'entends? Nous trouverons certainement un remède pour toi. » Nicole sourit faiblement, et Robert se précipita vers le médecin. « Vous comprenez qu'il n'y a aucun espoir. Il lui reste 1 mois, peut-être 2, l'informa le médecin. « Ce n'est pas possible. Je ne vous crois pas. Il est trop tard. Aucun traitement ne peut plus l'aider. La meilleure chose que tu puisses faire pour elle est de rendre ses derniers jours heureux. » Robert a tout fait pour prendre soin de Nicole et a arrangé les meilleurs soignants pour elle. Un jour, en étant assis à côté d'elle, il lui a demandé si elle avait un rêve. Nicole a faiblement souri et a avoué qu'elle avait 2 rêves. L'un d'eux était de l'épouser.
Robert lui a promis un vrai mariage. Alors que l'état de Nicole s'aggravait, Robert est resté à ses côtés, réalisant son souhait d'un mariage. Malheureusement, la santé de Nicole s'est détériorée et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Malgré les efforts de Robert, Nicole est décédée. Robert était dévasté et se blâmait pour tout. Il a visité la tombe de Nicole et s'est senti seul dans sa maison vide. Alors qu'il envisageait d'adopter un chat, la sonnette a retenti et une jeune fille est apparue, cherchant un emploi. Je suis limité dans mes options de travail. Je peux faire les tâches ménagères et m'occuper du jardin. J'ai vraiment besoin d'un emploi, de préférence avec un logement. Entrez, s'il vous plaît. Avez-vous des documents? Oui, voici des recommandations de mon précédent emploi. Robert parcourait les papiers. La fille avait presque 22 ans. Il jeta un coup d'œil vers son petit ventre, à peine visible, et fit un geste. Est-ce que l'enfant a un père? La fille n'était pas gênée. Bien sûr, il a un père. Les enfants ne naissent pas sans père, mais il a décidé de se laver les mains de tout ça. Vous n'êtes pas de cette ville. Pourquoi êtes-vous venu vers nous? Il y a une raison. Je ne voudrais pas en parler maintenant. Peut-être plus tard. Robert réfléchit un moment puis dit « D'accord, je vais vous prendre. Mais avec une période d'essai. Je n'ai jamais embauché quelqu'un dans la rue auparavant, toujours par le biais d'une agence, mais il y a une première fois à tout. Allons-y. Je vais vous montrer la chambre et où se trouve tout. » 3 jours plus tard, Robert ne comprenait pas comment il avait pu vivre sans Claire. Tout était propre à la maison. Et pourtant, sa maison était immense. Les arômes qui émanaient de la cuisine étaient si alléchants qu'il avait l'impression d'être dans un bon restaurant. Un soir, repoussant une assiette vide, Robert dit avec un sourire « Claire, si tu continues à cuisiner aussi délicieusement tout le temps, je vais bientôt grossir. » Elle rit. « Non, tu ne manges qu'une fois par jour. Tu prends du café le matin et puis tu es parti toute la journée. » Robert, la regardant pensivement, demanda soudain « Eh bien, peut-être que maintenant tu vas me dire ce qui t'a amené dans notre ville et ce qui est arrivé au père de l'enfant. » Claire soupira et s'assit. « Eh bien, je vais commencer par le début. Le père de l'enfant est le neveu des personnes pour qui je travaillais avant vous. Ce sont des gens très décents, de bonnes personnes. Le propriétaire voulait que son neveu m'épouse, mais j'ai refusé. J'ai immédiatement ressenti un épuisement. Tout est devenu dégoûtant. Alors j'ai décidé de partir. En plus, quelque part dans cette ville, ma mère vit. Tu ne sais pas où vit ta mère. Comment est-ce possible? Oh, c'est une histoire très étrange. J'ai grandi dans un orphelinat. Ma mère m'a laissé à la maternité et s'est enfuie. J'ai toujours pensé qu'elle, eh bien, pour le dire poliment, n'était pas une très bonne personne. Mais il y a environ 1 an, j'ai reçu une grande lettre d'elle. Tu vois, elle m'a laissé. Pas parce qu'elle ne m'aimait pas, mais parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Elle était seule, sans argent, sans soutien. Son fiancé l'a quittée lorsqu'elle était enceinte, mais elle ne lui en a pas voulu. Il a prétendu ignorer la grossesse. Plus tard, ma mère voulait m'emmener, mais n'a pas pu me localiser. Elle a passé tout ce temps à me chercher. Elle m'a retrouvé quand j'étais déjà adulte. Dans sa lettre, elle a exprimé sa compréhension si je ne voulais pas communiquer avec elle, mais elle voulait que je sache que mes parents n'étaient ni alcooliques ni toxicomanes. Mon père était aussi de cette ville, mais est parti loin. Elle vivait ici. Puis la grossesse est arrivée. Quelque chose a mal tourné pour elle, et maintenant elle est malade. Mais elle dit qu'elle se bat, qu'elle va certainement vaincre la maladie, et elle attendra jusqu'à ce que nous nous rencontrions. J'étais perplexe et je ne savais pas comment réagir à cette lettre. J'ai été adopté 3 fois dans ma vie, et les 3 fois, je me suis retrouvé à l'orphelinat. Le gouvernement me payait trop peu, ou les parents d'accueil avaient leur propre enfant. Eh bien, peu importe. Je me suis habitué au fait que personne n'avait besoin de moi, y compris ma mère. Mais elle écrivait avec tant de passion. Je n'ai rien décidé pendant 1 an, et maintenant j'ai enfin décidé de venir ici. Je veux la retrouver et parler. Robert écoutait et ne comprenait pas ce qu'il tourmentait. Et puis il a réalisé. Cette histoire ressemblait beaucoup à la sienne avec Nicole. Seule Nicole n'avait pas d'enfant. Il regarda Claire et sentit une goutte de sueur lui glisser dans le dos. « Claire, puis-je voir cette lettre? »« Oui, mais ça va? »« Tu as l'air pâle.
Claire, tout va bien. Apporte-moi la lettre, s'il te plaît. Claire partit et Robert s'approcha de la fenêtre. Non, bien sûr, tout cela est absurde. Ça ne peut pas être vrai. Mais il va certainement aider Claire. Elle n'a personne d'autre vers qui se tourner. La jeune fille revint, lui tendit une enveloppe. Il déplia plusieurs feuilles, et il se sentit mal. Nicole avait une façon spéciale d'écrire la lettre H. Il ne l'avait jamais vue chez personne d'autre. Maintenant, il savait qu'il regardait les lettres H familières et avait envie de pleurer. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Claire avec anxiété. Robert ne répondit pas. Il lisait ce que Nicole avait écrit à sa fille, qu'elle avait été forcée de quitter à cause de lui. Enfin, il mit les feuilles de côté. « Claire, prépare-toi. Je sais où est ta mère. » La jeune fille se leva lentement. « Peut-être demain. Probablement. Nous devons la prévenir que nous venons. »« Non, Claire, il n'est pas nécessaire de la prévenir, » répondit tristement Robert. 40 minutes plus tard, il se tenait devant la tombe de Nicole. « Je viens de réaliser que vous lui ressembliez beaucoup. C'est peut-être pour ça que je ne t'ai pas refusé le travail, même si je ne m'en rendais pas compte. » Une larme roula sur la joue de Claire. Elle ne pouvait plus attendre. Elle luttait de toutes ses forces, mais ne parvenait pas à réussir. Robert ne put retenir ses larmes en réalisant qu'elle devait endurer un autre coup dur. Découvrir qu'il était celui qui avait trahi sa mère, causant la perte de son enfance. Il ne savait pas comment elle réagirait, mais il s'attendait à ce qu'elle ne veuille peut-être plus le revoir. De retour à la maison, Robert décida de reporter ses révélations après avoir vu l'état de Claire. Avant de se diriger vers sa chambre, Claire l'examina attentivement. « Es-tu l'homme ?»« Le fiancé de ma mère, » demanda-t-elle. Il soupira lourdement et hocha la tête. Claire le fixa un moment avant de se retirer silencieusement dans sa chambre. Des heures plus tard, Robert était toujours éveillé. Certain Claire l'était aussi. Il faisait les 100 pas dans son bureau, se sentant comme un père et presque un grand-père. Soudain, la porte de la chambre de Claire claqua et il se précipita dans le couloir. « Claire, ne veux-tu même pas m'écouter ?» demanda-t-il alors qu'elle s'habillait avec un sac à côté d'elle. Anxieusement, elle répondit « Je pensais que tu dormais. »« Pourquoi pars-tu ? Ne me pardonneras-tu jamais ?» s'enquit-il. S'asseyant, elle commença à expliquer « Je ne te reproche rien. Peut-être était-il nécessaire d'agir ainsi à l'époque. Je ne suis pas là pour juger tes actions ou celles de ma mère. Les choses se sont passées comme elles se sont passées, mais je ne peux pas rester. » Perplexe, Robert demanda « Pourquoi, Claire ? Tu sais qu'il y a assez de place. Pourquoi ne peux-tu pas rester si tu ne m'en veux pas ?» Le regardant, elle dit « Je ne veux pas que tu penses que je suis restée à cause de ton argent, et je ne sais pas si tu veux que moi et mon bébé restions ici. Je ne veux pas te charger avec des proches inattendus. » Riant nerveusement, Robert balaya ses inquiétudes. « C'est absurde. Tout d'abord, tu n'es pas responsable du fait que ton père soit millionnaire. Et deuxièmement, Claire, je veux que tu restes. Je veux fonder une famille, et je veux que ma fille, issue de la seule femme que j'ai jamais aimée, vive avec moi. » 4 mois plus tard, un robuste petit garçon naquit. Robert contempla son petit-fils avec émerveillement, le tenant délicatement dans ses bras. Sentant une pointe dans ses yeux, il se détourna rapidement, mais Claire remarqua et demanda « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» Robert l'étreignit fort, disant « Oh Claire, nous vivrons si bien maintenant. Stéphane et moi allons nous aventurer dans les bois pour chasser et pêcher. Nous allons aussi faire un peu de boxe amicale. » Claire a ri et a interrompu. « Attendez, pas si vite. Stéphane ne peut même pas encore marcher. » Robert, sans se décourager, a répondu joyeusement. « Ce n'est pas grave, on apprendra tout ensemble en un rien de temps. » Si vous avez aimé l'histoire, merci de montrer votre soutien en appuyant sur le bouton j'aime. Merci. Fiona demanda à la directrice de l'hôtel, Déborah, si elle se sentait bien, exprimant une réelle préoccupation. C'était inhabituel pour elle d'être si familière avec sa supérieure, mais l'apparence intimidante de la directrice l'incita à faire preuve de compassion. Déborah, paraissant incroyablement pâle, les cheveux en désordre et les yeux larmoyants, peinait à retenir ses émotions. La sincère sympathie de Fiona la fit trembler et des larmes lui montèrent aux yeux. Malgré l'intention de Fiona d'aller chercher de l'eau, la directrice intervint, suggérant qu'elles aillent dans son bureau. Avec beaucoup d'efforts,
Deborah chuchota et, retenant ses sanglots, se dirigea rapidement vers son bureau, suivie par Fiona. S'effondrant sur le canapé en cuir, Deborah se mit à sangloter, incitant Fiona à fermer la porte et à s'asseoir à côté d'elle, lui offrant des gestes réconfortants sur le bras. Sentant le besoin de libérer ses émotions, Fiona s'abstint de poser des questions. Après un certain temps, Deborah se ressaisit et partagea son malheur avec Fiona. Elle révéla que son mari l'avait trompée après une décennie de mariage, la laissant se sentir indésirable à 35 ans. Fiona, qui n'avait que 21 ans, exprima sa surprise quant à l'âge de Deborah, l'ayant toujours admirée. Cependant, le commentaire désapprobateur de la directrice sur la silhouette de Fiona l'incita à révéler timidement sa grossesse, qu'elle avait cachée depuis le début de son travail à l'hôtel 3 mois plus tôt. La réaction de Deborah à cette nouvelle fut de pleurer encore plus fort, car cela lui rappelait ses propres difficultés avec la grossesse et le désir de son mari d'avoir un fils. Après avoir repris son calme, Deborah demanda à Fiona de retourner à ses fonctions, mais demanda ensuite de manière inattendue des informations sur l'obtention d'un emploi pour son petit ami, ce à quoi Fiona confirma ses compétences en tant que chauffeur. « Tu ne le regretteras pas. »« D'accord. » Cependant, il a été renvoyé de la compagnie de taxi pour une raison. Deborah jeta un regard interrogateur à Fiona, et Fiona rougit et baissa les yeux. « D'accord, laisse-le venir demain. Je lui parlerai, et peut-être que nous le prendrons, mais sous probation. » Fiona était ravie et commença à remercier Deborah, mais Deborah était déjà concentrée sur quelques papiers, indiquant que la conversation était terminée. Le lendemain, Paul, impeccablement rasé, portant un pantalon et une chemise soigneusement repassée fournie par Fiona, se tenait à l'entrée de l'hôtel. C'était l'opportunité qu'il ne pouvait pas se permettre de manquer. Maintenant, le plus important était de faire bonne impression sur Deborah et de passer la période de probation. L'entretien a été bref et Paul a obtenu le poste. Fiona a découvert à quel point son fiancé avait réussi à travailler quelques mois plus tard lorsqu'elle est arrivée à la maternité. Elle a essayé à plusieurs reprises d'appeler Paul pour l'informer de la naissance de leur fille, mais le téléphone est resté silencieux, répondu seulement par un employé de service. Fiona a appris que la veille, Paul était parti avec Deborah et une valise, et personne d'autre ne les avait vus. Fiona ne savait pas quoi penser. Elle a passé toute la journée à pleurer, appelant les hôpitaux et les morgues, mais en vain. Fiona attendait d'être libérée pour signaler la disparition de son fiancé à la police. Cependant, lorsqu'elle est rentrée chez elle avec le bébé, elle a trouvé un morceau de papier froissé sur le lit de leur appartement loué. C'était une note de Paul. Après avoir placé sa nouvelle-née sur le lit, Fiona a commencé à lire. Paul l'informait brièvement qu'il la quittait pour Deborah et qu'ils partaient en vacances ensemble. À la fin, il y avait un post-scriptum. L'appartement est payé jusqu'à la fin du mois. Ensuite, tu te débrouilles seul ou tu peux aller chez ta tante au village puisque ton patron ne veut plus que tu travailles à l'hôtel. Et comme nous ne sommes pas mariés, je ne te dois rien. Fiona s'est effondrée sur le lit, pleurant de douleur, de colère et de déception. Elle a réalisé qu'elle partageait le destin de nombreuses jeunes filles qui sont tombées enceintes avant le mariage, croyant aux promesses de leur petite amie. D'abord, il n'y avait pas le temps de se marier, puis il n'y avait pas d'argent, puis Paul avait des problèmes de travail. Maintenant, elle devait retourner au village seule avec le bébé, affronter les reproches et les leçons de sa tante. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Au seuil de la maison de sa tante, Fiona a hésité. Tante Hélène était une femme stricte et méchante, et Fiona craignait sa réaction. La porte s'ouvrit soudainement. Hélène, très amicale et souriante, invita Fiona à entrer et prit le bébé dans ses bras. Fiona chuchota qu'elle avait nommé sa fille Victoria, ce qui signifie gagnante. Hélène réconforta Fiona et partagea ses propres difficultés, y compris ses 3 fausses couches et le départ de son mari. Hélène assura à Fiona qu'elle prendrait soin de Victoria et suggéra à Fiona de travailler comme aide pour une femme âgée du village. Hélène révéla également la triste histoire de la femme âgée, Madame Smith, et encouragea Fiona à ne pas avoir peur d'elle. Depuis le lycée, la fille nourrissait des sentiments pour un jeune homme démuni nommé Tom, mais Madame Smith désapprouvait et interdisait leur relation.
Lorsque Tom a été enrôlé dans l'armée, Madame Smith a comploté avec le facteur local pour intercepter la correspondance du couple. Croyant que Caroline l'avait abandonné, Tom a cessé d'écrire et est revenu de l'armée avec une nouvelle épouse. Le stratagème de Madame Smith a réussi et elle était satisfaite. Le jour du mariage de Tom, Madame Smith est partie pour une ville voisine rendre visite à des proches, laissant sa fille seule. À son retour le lendemain, elle a retrouvé sa fille morte. Depuis lors, Madame Smith a vécu seule dans sa somptueuse demeure, mais mérite-t-elle cela, ayant causé la mort de sa fille? Fiona a juré de soutenir sa tante et d'être patiente avec Madame Smith. Fiona s'était crue seule au monde, mais maintenant, elle avait la meilleure tante. Tout s'arrangeait. Elle aurait un travail et sa fille aurait une nourrice aimante. Le lendemain, Hélène a rendu visite à Madame Smith. Initialement réticente, Madame Smith a finalement cédé, sachant qu'elle n'avait personne d'autre sur qui compter. Au début, Fiona a eu du mal avec la grincheuse Madame Smith, rentrant souvent chez elle épuisée. Hélène a également trouvé difficile de s'occuper de la petite Victoria. Cependant, les choses se sont progressivement améliorées. La seule pièce interdite était au 2e étage, et seule Madame Smith avait la clé. Elle n'a donné aucune explication, et Fiona a fait semblant de ne pas être curieuse. La raison était simple. Caroline était morte dans cette pièce, victime d'un amour non partagé et de la cruauté de sa mère. Ce jour fatidique, Madame Smith avait enfermé sa fille, craignant qu'elle ne perturbe le mariage de son ex-fiancé. Elle ne savait pas que Caroline avait déjà préparé des somnifères pour mettre fin à sa vie. Mais maintenant, Madame Smith ne pouvait rien changer. Marie regrettait souvent d'avoir été méchante avec sa fille, pensant que si elle avait été plus aimante, sa petite fille serait celle qui s'occuperait d'elle maintenant. La petite Victoria avait grandi, et les soins de Marie pour la vieille Madame Smith étaient maintenant motivés par l'affection plutôt que par le devoir. La santé de Madame Smith déclina, et elle passait ses soirées près de la cheminée, qui brûlait quelle que soit la saison. Un jour, elle demanda à Marie de l'aider à monter à l'étage, une première en toutes ces années passées ensemble. Madame Smith remit à Marie une clé et disparut dans une pièce sombre, signifiant à Marie de rester dehors. Marie, inquiète, finit par entrer et trouva Madame Smith endormie, serrant fort le jouet de sa fille. À la grande surprise de Marie, Madame Smith était décédée. Après les funérailles, ils découvrirent que Madame Smith avait laissé un testament, léguant sa propriété à Marie et à Hélène en signe de gratitude. 5 ans plus tard, un réceptionniste d'hôtel frappa à la porte de l'hôtesse. « Marie, je vous prie de m'excuser, mais il y a un nouveau chauffeur ici. Comptez-vous l'interviewer vous-même, ou devrais-je m'en charger? Veuillez lui demander d'entrer. » « Je vais m'entretenir avec lui personnellement, » répondit le propriétaire de l'hôtel. Après un court instant, un homme entra dans le bureau. Marie leva les yeux et vit Paul se tenant devant elle. Cependant, elle ne reconnut pas immédiatement son ancien petit ami en cette élégante et belle femme. Elle se souvint de lui comme d'une fille effrayée et inquiète, avec un gros ventre, qui l'avait accompagnée à la maternité. Puis, se sentant soulagé, il se dirigea directement vers Déborah, avec qui il pourrait enfin passer toute une nuit. Il ne pensa pas du tout à la douleur et aux pleurs de sa fiancée en train d'accoucher de leur fille, tandis que les autres femmes de l'hôpital recevaient la visite de leur mari. Le seul problème était que le conte de fées s'était rapidement terminé pour lui. Deborah s'était lassée de lui après 6 mois, et elle avait rapidement trouvé un remplaçant. Et maintenant, ce perdant chauve, sans emploi, sans femme et sans enfant, se tenait devant Marie et n'en croyait pas ses yeux. Il détourna le regard vers le bureau et vit une jolie photo encadrée. Il y avait un bel homme en train d'embrasser Marie dans une robe de mariée blanche, et une belle fille blonde d'environ 7 ans se tenait à côté d'elle. « Marie, ma chère, est-ce vraiment toi ?» fut tout ce que Paul put dire. « Je ne suis pas ta chère et je n'ai pas de travail pour toi, » dit froidement Marie. « Natalia, appelez la sécurité. Dites-leur d'escorter cet homme dehors. » Marie se tint à la fenêtre et sourit en regardant Paul, stupéfait, quitter l'hôtel. Elle le remercia mentalement de l'avoir quitté à l'époque, car sa trahison avait finalement abouti à un dénouement si heureux pour elle. Raconté par Dade Reby. Si vous avez aimé l'histoire, merci de montrer votre soutien en appuyant sur le bouton j'aime.
Je vous remercie.